Podcast Français Minute, petite rencontre en français facile avec John. Épisode 2. Pour soutenir nos créations, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube qui regorge de contenu pour pratiquer le français sans pression. Bonjour, chers pratiquants de français, et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Petite rencontre en français facile. Ce podcast a pour objectif de vous faire rencontrer différents types de personnes, de professions différentes, mais toujours en français facile. La rencontre sera organisée en 3 moments. Nous commencerons par un entretien dirigé pour connaître l'identité de notre invité. Puis, nous continuerons par des questions de communication pour découvrir son parcours. Enfin, notre invité utilisera son expérience pour vous aider avec quelques conseils originaux. Je m'appelle John et je suis ravi de vous présenter ce deuxième épisode. Donc nous commençons tout de suite dans la première partie, l'entretien dirigé. Je vais poser quelques questions à notre invité pour connaître un peu plus son identité. Bonjour, Bonjour, quel est votre prénom, s'il vous plaît? je m'appelle Pierre. Pierre, comment ça s'écrit? Ça s'écrit Pierre. Très bien. Et quel est votre nom de famille, Pierre? Mon nom de famille est Ly et ça s'écrit Ly. Très bien. Quel âge avez-vous aujourd'hui? J'ai 44 ans. Vous êtes né quand? Je suis né le 14 juin 1979. Très bien. Et quelle est votre nationalité? Je suis français. Très bien. Vous parlez plusieurs langues? Je parle le français, l'anglais et aussi un peu l'espagnol, le vietnamien et le mandarin. D'accord. Quel est votre niveau dans l'espagnol, le vietnamien et le mandarin? Je dirais que mon niveau est intermédiaire, plus élevé pour l'espagnol et intermédiaire, moins élevé pour le chinois et le vietnamien. Très bien. Donc vous parlez 5 langues. Quelle est votre situation familiale aujourd'hui? Êtes-vous marié? Avez-vous des Oui, enfants? je suis marié. Ma femme s'appelle Cynthia, mais nous n'avons pas d'enfants. D'accord. Et quelles sont vos activités de loisirs? Pour mes loisirs, j'aime le tennis, j'aime faire de l'exercice de façon plus générale et j'aime aussi cuisiner et le bon vin. Très bien. Excellent. Voilà, donc nous connaissons un peu plus d'informations sur vous maintenant et nous allons continuer avec la deuxième partie de cet entretien, de cette rencontre. Elle s'appelle Question de communication. Alors, c'est un peu plus intéressant maintenant. Je vais vous poser des questions plus précises sur votre passé, votre présent, mais aussi votre futur. Et vous pouvez répondre avec plus de détails. Nous allons commencer d'abord par des questions sur votre passé, votre vie passée. Alors, Pierre, d'où venez-vous? Où avez-vous grandi? Comment s'est passée votre jeunesse? Quel type de personne étiez-vous? Où avez-vous étudié? Racontez-nous, s'il vous plaît. Alors, je suis né à Toulouse, en France, et c'est dans cette ville que j'ai grandi. J'y ai passé toute ma jeunesse. Je dirais que j'étais une personne plutôt réservée. J'ai étudié donc toute ma scolarité à Toulouse, depuis le tout début, l'école maternelle, jusqu'au lycée, et puis ensuite même
l'université et jusqu'à à mon doctorat. Très bien. Et quand vous étiez à l'école primaire, par exemple, comment était l'expérience en général dans la vie quotidienne? Vous aviez beaucoup de camarades? Les professeurs étaient sympas? Oui, j'ai eu une enfance et une jeunesse en général, je dirais, très heureuse. J'avais des camarades de classe très sympathiques, mais j'avais un peu plus tard aussi des amis en dehors de l'université, en dehors de l'école. Et Mhm. ensuite, à l'université, j'ai aussi eu des amis à l'université, mais je passais aussi du temps avec mes amis en dehors de l'université. D'accord. Et parlons des matières scolaires, de l'école primaire jusqu'au lycée, par exemple. Quelles étaient vos matières préférées et dans quelle matière aviez-vous les meilleures notes en général? J'ai beaucoup aimé des matières très diverses. J'aimais beaucoup le français, j'aimais beaucoup les matières scientifiques, j'aimais beaucoup les mathématiques, mais je dois avouer que une fois arrivé au lycée, même si j'étais dans une filière avec des matières scientifiques, j'avais de meilleures notes en général dans les matières comme le français, l'histoire et les langues. Mais j'ai quand même continué mon chemin sur les matières scientifiques et de mathématiques, ce qui m'a amené ensuite à faire mes études d'économie, où il faut en effet être assez bon en mathématiques. Et dans ce cas, au lycée, quel type de bac avez-vous préparé? Au lycée, j'ai préparé le bac scientifique avec option, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais avec la matière principale, les mathématiques. D'accord. Est-ce que le bac économique et social existait déjà à cette époque? Oui, le bac économique et social existait déjà et j'avais des amis qui faisaient ce bac. Quand je suis arrivé à l'université en sciences économiques, je me suis rendu compte que j'avais bien fait de faire le bac scientifique option mathématiques, Mhm. car nous étions mieux préparés que la plupart des étudiants qui avaient fait le bac sciences économiques. D'accord. Donc vous n'avez pas de regrets dans ce choix. Je n'ai pas du tout de regrets, même si à l'époque j'avais trouvé ces matières très difficiles et ce n'était pas là où j'avais mes meilleures notes. Mhm. C'était en langue de préférence. Et à côté de ces matières, à côté du lycée, des cours, est-ce que vous aviez les mêmes activités qu'aujourd'hui, les activités de loisirs? Certaines activités j'ai gardées, par exemple jouer au tennis, faire du sport en général, mais beaucoup de mes activités d'aujourd'hui sont très différentes. Par exemple, maintenant, une de mes activités de loisirs favorites, c'est d'étudier les langues, Mhm. ce qui à l'époque était quelque chose qui était du travail scolaire, Oui, et pas une activité de loisir. Je ne buvais pas de vin, j'étais trop jeune. Et évidemment, en étant beaucoup trop jeune, je ne faisais pas de voyage par moi-même non plus. très bien. Nous allons parler un peu plus de ces voyages dans la prochaine partie. Et pour terminer sur cette partie sur le passé, est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience à l'université? Comment était cette expérience en général? J'ai beaucoup aimé l'université tout de suite, dès le premier semestre. J'ai beaucoup aimé l'université française parce que j'y ai trouvé un environnement très libre, de Mhm. liberté, où on n'a pas les professeurs qui sont tout le temps sur notre dos et on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça a bien marché pour moi parce que j'étais un étudiant à l'université assez indépendant et j'ai bien réussi. Mais je sais aussi que pour beaucoup d'étudiants, cette indépendance de l'université, ça peut aussi être un problème. D'accord.
Et après l'université, vous avez obtenu un master, une licence ou un doctorat? Alors, j'ai fait toutes mes études à l'Université des sciences sociales à Toulouse. J'ai étudié donc la science économique. J'ai fait la licence, le master et le doctorat, tous là-bas. À l'époque, ça avait des noms un petit peu différents. On appelait Oui. ça le DUG, la licence, la maîtrise et le DEA. Mais aujourd'hui, on appelle licence, master, et puis ensuite, j'ai fait ce qui s'appelle toujours le doctorat en sciences économiques. Et après avoir obtenu votre doctorat, finalement, vous avez commencé tout de suite votre expérience professionnelle? Si oui, où avez-vous commencé? Oui, en fait, j'ai commencé un petit peu mon expérience professionnelle pendant le doctorat, car pendant le doctorat, j'avais une bourse, et pour cette bourse, il fallait être chargé de travaux dirigés, Oui. c'est-à-dire qu'on était assistant des professeurs et on enseignait des petites classes pour aider les étudiants à apprendre les concepts clés et à préparer leurs examens. Après l'université, cette expérience d'enseignement m'a servi puisque j'ai commencé tout de suite à travailler comme enseignant dans l'université. Et mon premier travail fut en Angleterre, à Mhm. Londres, où j'ai travaillé à peu près 6 mois dans un département d'économie dans le centre de Londres. Et puis ensuite, j'ai trouvé mon premier travail aux États-Unis sur la côte Est dans un État qui s'appelle le Massachusetts, dans Mhm. une très petite ville qui s'appelle Williamstown, et où j'ai découvert le monde des petites universités privées américaines. Et ainsi, c'est ainsi que j'ai commencé ma carrière, que je poursuis encore aujourd'hui. Très bien. Et est-ce que vous pourriez résumer vos différentes expériences professionnelles, les différents endroits où vous avez travaillé jusqu'à aujourd'hui, rapidement? Oui. Alors, j'ai donc commencé en étant assistant de cours dans mon université à Toulouse pendant le doctorat. J'ai Mhm. ensuite travaillé à Londres, dans une université qui s'appelle City University. Et puis, je suis parti travailler dans le Massachusetts, dans une petite université qui s'appelle Williams College. Mhm. Et enfin, je suis arrivé là où je suis depuis, à la University of Puget Sound, dans l'État de Washington, près de la ville de Seattle. D'accord. Vous êtes aujourd'hui dans cette région. Très bien. Nous avons terminé sur les questions sur votre passé. Alors, avant de continuer sur les prochaines questions, maintenant que nous nous connaissons un peu mieux, est-ce que nous pourrions nous tutoyer? Avec grand plaisir. Très bien. Alors, Pierre, nous allons continuer avec des questions sur ton présent. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton cadre de vie, ton environnement de travail et personnel également? Quelle est ta situation professionnelle exactement? Comment tu organises ta vie quotidienne? Comment tu profites de ton temps libre? Peux-tu nous raconter, s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, je travaille depuis assez longtemps maintenant, depuis plus de 15 ans, dans une petite université privée qui s'appelle University of Puget Sound. Mhm. C'est dans une ville qui s'appelle Tacoma. C'est à peu près à 45 minutes en voiture de Seattle, qui est une Oui. ville plus connue dans le monde. Et mon cadre de vie et professionnel, je dirais, est idéal, car c'est une petite université où j'ai la chance d'avoir des petites classes. Dans une classe, en général, j'ai quelque chose comme entre 15 et 28 étudiants au maximum. Donc, c'est un environnement professionnel où je peux connaître chaque étudiant de façon très personnalisée et accompagner chaque étudiant de façon très personnalisée. J'ai aussi la chance d'habiter très près du campus, en fait presque sur le campus. Donc tous les Mhm. matins, je n'ai qu'à marcher quelques minutes pour arriver dans mon bureau et dans mes salles de classe. Donc c'est un environnement quand même assez privilégié. Je suis aussi très privilégié d'avoir beaucoup de liberté
dans les choses que j'enseigne. Je peux vraiment enseigner des choses qui me tiennent personnellement à cœur, des sujets qui m'intéressent, et donc du coup transmettre à mes étudiants une passion pour des choses qui m'intéressent réellement à moi-même. Et puis au niveau de mon temps libre, une de mes grandes occupations, comme je le disais, c'est donc l'apprentissage des langues. Même quand je sors pour d'autres choses de mon temps libre, par exemple pour aller faire de l'exercice, pour aller courir, pour aller à la gym, à la salle de gym, j'aurai très souvent un podcast dans une langue étrangère que j'étudie pour toujours avoir la langue dans mon oreille. Et puis, nous sommes aussi dans une très belle région où il est possible de se promener dans des parcs très jolis, au bord de l'eau. Et donc, en résumé, je dirais que j'ai une vie actuelle très privilégiée. Très sereine, très calme. Exactement. Très bien. Alors maintenant, nous voyons quelques photos que tu as partagées avec nous Mhm. de ton cadre de vie, en particulier de ton campus. Nous voyons par exemple cette photo où je crois que c'est la porte de ton bureau, c'est ça? Pourquoi tu as choisi cette Exactement. photo? Alors, j'ai choisi cette photo parce que, eh bien, c'est la porte que voient mes étudiants quand ils viennent me voir pour discuter. Ce qui est dans une petite université comme la mienne, les heures que l'on passe à rencontrer les étudiants individuellement, c'est quelque chose de très important. Et c'est une très grande différence, je pense, avec l'université que moi j'ai connue en France, qui était une très grande université, avec beaucoup d'étudiants en classe. Parfois, en première année, nous étions 500 étudiants dans un Mhm. amphithéâtre, dans une salle de cours, alors que dans une université comme la mienne aujourd'hui, vraiment, je connais le nom de chaque étudiant et je connais leurs intérêts et ils peuvent venir me voir et donc ils viennent devant cette porte pour me rencontrer et puis discuter des cours et puis d'autres choses, de leurs intérêts et puis de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Très bien. Et nous pouvons voir alors une petite affiche sur l'Université de Toulouse et aussi des dessins. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi il y a ces deux affiches sur ta porte? Alors oui, alors l'affiche de Toulouse, c'est donc l'école d'économie de Toulouse, ou en anglais Toulouse School of Economics, et c'est là où j'ai fait mes études. C'est là où j'ai fait mon doctorat de sciences économiques. Mhm. Je me rappelle qu'il m'avait envoyé un poster il y a très longtemps, et je l'ai laissé là. Et de temps en temps, des étudiants me demandent, et j'ai pu partager des informations avec des étudiants sur cette grande école d'économie de Toulouse. Le dessin, c'est quelque chose d'assez spécial parce que c'est dans un de mes premiers cours, peut-être le deuxième ou troisième cours que j'enseignais, c'est dans un cours d'introduction à l'économie politique internationale, donc ce qui est le domaine dans lequel j'enseigne aujourd'hui. Et en économie politique internationale, on parle beaucoup du rôle du gouvernement par rapport à d'autres acteurs dans la société. Et un jour, un étudiant, j'avais demandé à des étudiants de me dessiner, après avoir parlé de ce thème pendant plusieurs cours, j'avais demandé à des étudiants de me dessiner comment ils voyaient différents courants de pensée sur le rôle du gouvernement dans l'économie. Et donc, cet étudiant, ne doit plus se rappeler d'avoir fait ça, maintenant ça fait très longtemps, qui a peut-être maintenant lui-même des enfants, d'ailleurs, je ne sais pas, Mhm. ça fait très longtemps. Alors, sur cette image, on voit en fait sur la gauche de l'image une représentation d'un gouvernement, le grand personnage, en fait, c'est le gouvernement américain, et qui prend soin des autres acteurs dans la société qu'on voit en plus petit. Et dans l'autre image sur la droite, c'est donc un gouvernement beaucoup plus hostile ou beaucoup plus autoritaire et qui en fait frappe les petits acteurs dans la société. Donc sur la gauche, une représentation positive du rôle du gouvernement, qui est une certaine idéologie en économie politique, et sur la droite, une représentation plutôt négative où le gouvernement est vu comme un poids
qui créent des problèmes pour le reste de la société. D'accord. Très bien. Une dernière chose sur cette photo, c'est ton nom de famille, Lee. Alors, est-ce que tu peux expliquer de quelle origine est ce nom? Bien sûr, alors Ly, c'est donc le nom de mon père et mon père est vietnamien. Donc Mhm. nous avons un nom de famille vietnamien, L-Y, qui est aux États-Unis souvent mal prononcé, puisque aux États-Unis, quand on voit la combinaison de lettres L-Y, beaucoup Mhm. d'Américains vont dire lie. Bien sûr. Alors, je dois à chaque fois expliquer, puisque les Américains, quand ils voient le nom asiatique Lee, ils sont plus habitués à le voir écrit L-E-E. Oui, comme Bruce Lee, par exemple. Voilà, exactement. Très bien. Et est-ce que cette origine vietnamienne, c'est quelque chose de très important dans ta vie en général? Bien sûr, ça a toujours été quelque chose de très important. Nous avons grandi avec mon frère et moi, avec les deux cultures présentes dans notre vie. Nous avions des liens assez forts avec notre grand-mère, avec notre oncle vietnamien aussi. Et nous passions des week-ends avec eux. Nous allions dans le magasin vietnamien de ma grand-mère quand nous étions petits à Toulouse, qui était un des premiers magasins vietnamiens à Toulouse quand elle l'a ouvert. Et donc, ça a toujours fait partie de notre vie. Ce qui a été plus nouveau ces dernières années, ça a été l'apprentissage de la langue, le Oui. vietnamien, que j'avais toujours entendu beaucoup dans ma famille en étant petit, mais que ce n'est que ces dernières années que j'ai enfin décidé de l'apprendre, alors que je regrettais un petit peu de ne pas l'avoir apprise en tant qu'enfant. Très bien, bien sûr. Alors, on va passer à une série d'autres photos que tu as partagées avec nous aussi. On voit beaucoup de vin sur cette deuxième photo, par exemple, des livres de En effet. vin. Pourquoi le vin? Alors pourquoi le vin? Alors les gens croient que c'est parce que je suis français. Et en fait, non. En fait, le vin, parce que je suis enseignant d'économie politique internationale à University of Puget Sound, et grâce à la flexibilité que ce domaine et cette université a pu me donner, j'ai pu, en fait, avec ma femme Cynthia, m'engager dans un sujet de recherche puisque en tant que professeur, on enseigne, mais on fait aussi des recherches. Et j'ai pu donc commencer, il y a plus de 10 ans maintenant, un thème de recherche sur l'économie du vin et sur le rôle du vin dans le développement économique. Et donc la plupart des bouteilles qu'on voit là, pas toutes, mais presque toutes, viennent précisément de Chine, de différentes régions viticoles de Chine Mhm. qui est en fait le pays le pays et les vins, nous avons avec ma femme ces 10 dernières années étudié, fait des recherches sur le développement du vin chinois de qualité. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ton travail à l'université aujourd'hui? Exactement. Alors, c'est très important à l'université, surtout parce que j'enseigne un cours sur le vin qui est pour des étudiants de dernière année, donc de quatrième année ici. Et c'est un cours qui s'appelle, traduit en français, ça s'appellerait l'idée du vin. Et Mhm. c'est un cours pour des étudiants qui ne connaissent vraiment pas grand-chose au vin au début. Aux États-Unis, on ne peut pas boire d'alcool avant d'avoir 21 ans. Oui. Donc, les étudiants qui arrivent en dernière année d'université, ils viennent d'avoir 21 ans. La plupart ne pouvaient pas légalement boire d'alcool. Et dans ce cours, le but de ce cours est de comprendre la société et de comprendre différents problèmes de la société, des problèmes de la mondialisation, de l'économie, à travers le vin et de voir qu'est-ce que reflète le vin au-delà du produit lui-même. Qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on regarde le vin. Voilà. Et c'est un cours que j'ai eu la chance de pouvoir reprendre qui a été inventé par mon collègue qui est maintenant à la retraite, qui s'appelle Mike Vicef, qui est un grand expert en économie du vin. Et j'ai eu la chance, il y a un peu plus de 10 ans, de pouvoir reprendre ce cours et d'y apporter ma touche personnelle. Et actuellement, ce semestre,
je suis en train, encore une fois, d'enseigner une nouvelle version de ce cours. Et c'est toujours vraiment un grand bonheur. Mes étudiants explorent le monde du vin pour la première fois dans leur vie. Et je vois cette passion et cette envie de découvrir ce produit qu'ils ne connaissaient vraiment pas, qui était un peu, qui paraissait très compliqué. Et je les vois découvrir ça au travers de leurs propres intérêts à eux. Et mon rôle, donc, c'est de les guider pour qu'ils puissent entrer dans ce monde du vin, mais d'une façon qui leur corresponde, de façon personnelle. Et j'imagine que à côté de ces cours, en particulier sur le vin à l'université, tu as des moments où tu peux voyager, aller en Chine par exemple, peut-être? Oui, j'ai beaucoup de chance. L'année universitaire me permet beaucoup de flexibilité. Donc, en été, je ne fais pas de cours. Et donc, en été, je peux me consacrer à mes recherches. Et donc, ces 10 dernières années, avant évidemment la pandémie qui nous a empêchés de voyager pendant un petit moment, ma femme et moi avons passé tous nos étés, un mois, parfois 2 mois, en Chine pour visiter différentes régions de Chine et petit à petit accumuler des connaissances et rencontrer les gens qui font du vin en Chine, les gens qui sont liés à l'industrie du vin en Chine. Et ça nous a permis d'écrire un livre que nous avons publié en anglais en 2020 et puis qui, il y a juste quelques semaines, est sorti, traduit en espagnol en Espagne. D'accord, donc tu es également auteur de livres. Exactement. Voilà, nos recherches ont abouti à l'écriture de ce livre. Très bien. Et est-ce que tu as voyagé ou séjourné longuement dans d'autres pays du monde pour faire tes recherches? Alors oui, mon premier voyage de recherche, euh, c'était quand j'étais encore étudiant en doctorat. Je suis parti plusieurs mois au Bangladesh. Mhm. À cette époque-là, je n'étudiais pas le vin, j'étudiais les organisations à but non lucratif, Oui. les ONG, et il y a beaucoup d'ONG au Bangladesh. Donc, je suis parti au Bangladesh. J'ai fait des entretiens avec diverses organisations là-bas, dans la capitale de Dhaka. J'ai visité des sites où des ONG travaillaient. Et c'est aussi là que j'ai rencontré donc la personne qui aujourd'hui est ma femme, Cynthia, qui, elle, était là déjà depuis un petit peu plus longtemps et travaillait pour l'école française de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Ah, d'accord. Très bien. Alors, nous allons passer à une prochaine photo. Maintenant, il y a la photo, par exemple, de ton campus, qui a l'air très vert, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Est-ce que tu peux parler un peu de ce campus en général, de cet environnement extérieur? Alors, notre campus est vraiment magnifique. C'est vraiment la carte de visite de notre université. Quand les gens visitent le campus, ils sont vraiment pris par la beauté de ce campus. Ça a été beaucoup amélioré encore plus depuis que je suis arrivé. Il y a eu beaucoup de travaux et de parties du campus qui ont été encore améliorées. Là, ce qu'on voit ici, ça a été là depuis, c'est là depuis très longtemps. Alors, nous avons une fontaine au milieu et donc c'est un peu l'entrée où on voit. C'est un rond-point en fait. C'est un très grand rond-point. Là, on voit pas très bien, Oui, mais on voit en fait en face là le bâtiment principal administratif avec le drapeau par-dessus où il y a le bureau du président de l'université et d'autres personnes très importantes à l'université, ainsi que quelques salles de cours. Et puis sur la gauche, là-bas, on voit un autre bâtiment où il y a des salles de cours, mais aussi un centre pour que c'est en fait c'est un centre d'aide à l'apprentissage et à l'écriture. C'est pour que les étudiants puissent avoir des assistances aux devoirs. oui. Et cette assistance aux devoirs est fournie par d'autres étudiants qui ont été sélectionnés et donc embauchés. Hein, ils sont payés pour fournir ce service à d'autres étudiants. De façon très générale, le campus est très vert. Nous sommes une région où il pleut beaucoup toute l'année.
Et donc, ça veut dire que c'est toujours vert toute l'année. Nous avons donc des paysages et des promenades à faire sur tout le campus. C'est totalement ouvert au public. Il y a plein de gens qui viennent se promener sur ce campus. Ils viennent promener leurs chiens. On voit dans l'année aussi divers groupes qui viennent visiter. On peut faire des visites guidées, des gens qui viennent visiter pour voir peut-être si des lycéens qui viennent avec leur famille pour visiter le campus. C'est quelque chose que les Américains, les jeunes Américains font beaucoup. Ils viennent visiter les universités, ils font des tours, des visites guidées pour décider où ils veulent s'inscrire à l'université. D'accord, donc l'environnement est très important en fait. Exactement. L'environnement est très important et je crois que beaucoup d'étudiants, en fait, me disent après coup, une fois qu'ils sont déjà chez nous, que quand ils sont venus, évidemment, le plus important, c'était l'ambiance, c'était ils ont eu l'opportunité d'aller assister à quelques cours pour voir un petit peu comment c'est, peut-être rencontrer des gens comme moi pour discuter. Je peux aussi rencontrer de temps en temps, je rencontre les familles d'étudiants qui pensent venir chez nous. Mais il y a tout ce cadre vraiment magnifique qu'on a la chance d'avoir qui, en plus de l'ambiance académique qu'on peut fournir, ajoute vraiment, c'est quelque chose de très agréable de pouvoir. Et puis les étudiants habitent sur le campus. La plupart des étudiants habitent ici. Et pour ceux qui n'habitent plus sur le campus même, ils habitent vraiment à quelques pas dans le quartier en général. Donc, nous sommes dans un environnement vraiment très, très agréable. Très bien. Et je vois que tu as partagé avec nous, par exemple, la photo d'un centre d'athlétique et un centre aquatique, c'est cela? C'est ça. Alors, nous avons une très, très belle salle de gym, mais ce n'est pas seulement une salle de gym. D'abord, la salle de gym est très, très belle. Nous avons aussi 6 cours de tennis intérieurs. Ce qu'on voit là, en fait, à travers la fenêtre, on ne le voit pas là très bien, mais si on passe là à l'entrée, en fait, il y a un petit café. Donc derrière le mur en briques, en fait, il y a un petit café où les gens peuvent, même les gens qui ne sont pas du campus, peuvent venir s'asseoir et prendre un café ou un smoothie ou quelque chose comme ça. Et juste derrière, en fait, il y a une piscine. On a une très jolie piscine qui est aux dimensions requises pour faire des compétitions. Un des éléments importants sur un campus américain, c'est le sport. Mhm. Donc, nous ne sommes pas une université de très haut niveau sportif. Nous sommes ce qu'on appelle Division 3. Dont on peut entendre parler un petit peu à l'étranger, c'est vraiment la première division. C'est le Oui. très haut niveau. Nous sommes une Division 3. Donc, dans une université comme la mienne, le sport, en fait, est un complément à l'expérience académique. Donc, ça leur permet d'avoir une expérience d'athlète étudiant sérieuse, avec une équipe, avec des entraînements très intenses, des véritables compétitions avec d'autres universités, mais en même temps sans sacrifier, ce qui peut parfois être le cas à plus haut niveau, sans sacrifier le côté académique. Et donc à travers ces activités athlétiques, ces activités sportives, les étudiants développent aussi d'autres choses qui font partie de leur éducation. Par exemple, la capacité de travailler en équipe, certains qui deviennent capitaines de leur équipe, donc Mhm. développent des compétences de leadership. À travers le sport, ils apprennent plein de choses. Et donc, on essaye, avec ces programmes-là, de vraiment intégrer ça dans le reste de la vie scolaire, de la vie de l'université. Et bon, on a eu la chance d'avoir, il y a plusieurs années déjà, une donation très généreuse de plusieurs donateurs, de plusieurs gens très fortunés, qui sont des anciens de l'université et qui ont permis de rénover ce centre sportif et aquatique et qui aujourd'hui est vraiment magnifique. Je dois dire, la salle de gym est mieux, et la piscine est mieux que ce qu'on va trouver dans la plupart des salles de gym privées dans lesquelles on peut aller s'abonner. On a vraiment des installations incroyables.
Alors pour moi, en tant qu'employé de Oui. l'université, j'ai la grande chance de pouvoir utiliser tout cela gratuitement et c'est vraiment, et comme je joue au tennis, j'ai l'accès à 6 cours de tennis intérieur. Donc c'est encore un très grand privilège. Donc l'université te fournit tout ce dont tu as besoin pour avoir une vie agréable, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et étant donné que je vis juste à côté, c'est vraiment à côté de chez moi. C'est presque comme si j'avais ma salle C'est de gym et mes cours de tennis privés à la maison. c'est ta deuxième maison, finalement. Exactement, Hmm. exactement. D'accord. On a pu voir à travers toutes ces questions à quel point l'université est profondément connectée à ta vie quotidienne. Tout à fait. Et je crois que ce qui est important dans cette université, c'est de voir à quel point on essaye de faire un environnement de vie pour les étudiants. Donc quelque chose dans lequel ils peuvent se développer comme personne de façon très complète. Et que ce n'est pas un lieu simplement pour apprendre les maths ou Oui. simplement pour apprendre le français ou le chinois. C'est un lieu où on peut étudier un peu de tout. Au niveau académique, les étudiants sont vraiment encouragés à explorer différentes matières, différentes filières. On peut combiner les filières, avoir des doubles majeurs, des mineurs, et en même temps avoir cet aspect de vie du campus où on peut avoir donc une vie même d'athlète d'assez haut niveau finalement si on veut. Et de plus, aussi, il y a toute une vie du campus où il y a très régulièrement des conférences. Les étudiants font aussi partie de différents clubs gérés par les étudiants eux-mêmes. Et donc, ça leur permet d'avoir une vie de campus où ils peuvent s'épanouir. Très bien. Donc maintenant que tu as trouvé cet environnement qui te convient parfaitement, j'ai l'impression, où il y a une certaine stabilité, un certain équilibre, nous allons aborder un petit peu ta vie future, tes projets. Est-ce que D'accord? tu souhaiterais continuer dans cet état d'esprit-là pour le futur? Est-ce que tu as d'autres ambitions, des projets particuliers, par exemple? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans les prochaines années? Raconte-nous, s'il te plaît. Alors, très bonne question. Je suis dans un environnement de travail très privilégié et j'ai cette donc grande liberté dont je parlais auparavant. Et donc, une des choses qu'on espère avec moi et ma femme, puisque nous faisons des recherches ensemble, nous espérons continuer à étendre nos projets de recherche. D'une part, peut-être continuer dans le vin. Pourquoi pas peut-être le vin ailleurs en Asie et pas seulement en Chine, puisqu'il y a du vin ailleurs, par exemple en Thaïlande. Mhm. Mais aussi d'autres projets. Par exemple, nous avons un projet qui s'intéresse aux études à l'étranger des étudiants, ce qui est vraiment un sujet très proche des intérêts de nos étudiants. Donc, c'est quelque chose que nous espérons développer pour développer notre propre expertise et puis pouvoir conseiller aussi nos étudiants dans leur chemin d'études à l'étranger. D'autres projets, pour moi, beaucoup de choses reviennent aussi aux langues. J'espère que ce soit au niveau professionnel ou personnel, pouvoir utiliser mes projets à des fins aussi linguistiques pour améliorer mon niveau dans les langues que j'étudie. J'ai eu cette chance le mois dernier de pouvoir faire un tour pour promouvoir le bouquin qui est sorti en espagnol. J'ai donné des conférences, j'ai fait des entretiens à la radio, à la télé, avec des journalistes, et j'ai dû faire tout ça en espagnol. Donc, évidemment, ça a beaucoup, en très peu de temps, j'ai eu la chance de pouvoir améliorer mon espagnol en ayant cette opportunité de promouvoir ce livre, mais en espagnol pour des Espagnols. Donc, dans les prochaines années, j'espère pouvoir continuer à développer de telles expériences qui pourraient combiner le plaisir à l'agréable, donc les projets académiques aux projets personnels. Puis j'espère continuer à le faire d'une façon qui me permette d'entretenir cet intérêt pour les langues étrangères. Très bien. Et pour terminer, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais découvrir, peut-être des nouveaux sports ou
Des nouvelles langues, bien sûr, tu as mentionné, de nouveaux pays, de nouvelles musiques, par exemple? Mhm. Au niveau du sport, tout le monde me dit que je devrais essayer le yoga. Oui, C'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire de façon plus durable que peut-être un mois. oui. Mais tout le monde me dit que c'est quelque chose qui serait bien que j'intègre à ma vie. Je vais peut-être essayer, je verrai. Mais je suis quelqu'un qui a tendance à très facilement se blesser en faisant du sport. Ah, Et on me dit qu'avec le yoga, peut-être je me blesserai moins facilement, car le yoga m'aiderait à développer ma flexibilité et puis ma souplesse, être plus souple, être plus calme peut-être aussi, et puis je me blesserai moins, voilà. Donc peut-être le yoga, qui sait, je dis ça, mais je l'ai dit tellement de fois et je n'ai jamais vraiment réussi à le faire, comme beaucoup de gens qui prennent des décisions comme ça. Et puis dans les prochaines années, vraiment, je pense que il me tient à cœur de développer particulièrement mon vietnamien. Donc, c'est quelque chose, je vais chercher, je pense, des projets, que ce soit professionnels ou personnels, qui me permettront, ou des activités même, hein. Si je, par exemple, si je me mettais au yoga, peut-être que je en chercherais des vietnamien. vidéos sur YouTube en vietnamien. Donc, des choses qui me permettront de développer ça et puis, pareil, d'allier l'utile à l'agréable et puis le professionnel au projet personnel. C'est justement ce que je fais personnellement en ce moment, du yoga en vietnamien parfois, et Ah, je te très le bien. recommande. Très bien, très bien, merci. Tu me donneras les sources que je devrais suivre. Très bien. Voilà pour cette longue partie très intéressante où nous avons appris à te rencontrer au niveau personnel, au niveau professionnel. Maintenant que nous avons cette vision d'ensemble de toi, de ton profil, nous allons terminer par un petit moment assez court qui s'appelle Petit conseil. L'objectif, c'est d'utiliser tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, les sujets, les expériences, pour en extraire quelques petits conseils utiles pour nos pratiquants de français qui nous écoutent maintenant dans leur projet de vie, par exemple un projet d'études ou de travail à l'étranger, peut-être aussi un projet linguistique, par exemple. Est-ce que tu pourrais songer à quelques conseils que ta vie t'a permis d'apprendre? De façon générale, je dirais, et c'est quelque chose que je dis souvent à mes étudiants, c'est, euh, je pense que j'ai bénéficié du fait d'avoir suivi mes intérêts sans vraiment ce qui m'intéressait, sans vraiment me soucier à très long terme où ça va. Hmm. Et je pense qu'à suivre des choses qui nous passionnent et à vraiment s'engager dedans à fond, hein, et vraiment se donner tout ce qu'on a pour développer cet intérêt, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on arrive d'une façon ou d'une autre à quelque chose d'intéressant. Et on ne peut jamais prévoir ce que ça va être. Et je pense que c'est une fois avec le recul, après 10, 15, 20 ans peut-être, mais en tout cas avec plusieurs années de recul au minimum, qu'on peut ensuite trouver une logique à toutes les choses, tous les tournants qu'on a pris et tous les choix qu'on a pris et qu'au final, ça a du sens. Au final, tout est logique et on Mhm. n'aurait jamais pu le prévoir. Donc, j'encourage toujours mes étudiants à faire ça, à suivre un intérêt particulier. Et un exemple très, très simple, c'est cet intérêt, par exemple, pour la langue espagnole, qui est un intérêt assez ancien pour moi maintenant, hein, c'est une langue que j'ai étudiée j'ai commencé à étudier pour la première fois il y a plus de 20 ans, mais en fait, j'ai étudié un petit peu, puis abandonné plusieurs années, je me suis revenu, mais c'est toujours resté. Et puis, une décision après l'autre, je me retrouve à faire des recherches sur le vin et voilà que il y a un mois, je donne des conférences, des entretiens à la télé et des entretiens à la radio en espagnol. Je n'aurais jamais pu le prévoir. Ce sont des choses Mhm. qui ne sont possibles que si on suit ses intérêts avec euh, euh, passion et puis en se donnant tout ce qu'on a dedans et puis sans trop forcément se soucier d'où ça va. Si on s'intéresse vraiment à quelque chose,
et qu'on va à fond dedans, il en sort souvent des choses et on ne sait pas, on ne sait pas à l'avance. Voilà, ça c'est la grande leçon que j'ai moi personnellement et que j'essaye de continuer à appliquer. Tu veux dire que, par exemple, quand on est jeune, on peut avoir de multiples intérêts qui sont totalement déconnectés. Peut-être un sport, une langue et le vin, par exemple. Et finalement, après, 20 ans plus tard, on réalise que tous ces intérêts peuvent être connectés par notre vie, par notre profession, notre activité. Tout à fait. Et alors, comme tu mentionnes le tennis, de nouveau, une autre façon dont le tennis a été connecté à tout ça, c'est que à mon université, il y a un rôle que je n'ai plus actuellement, mais quelque chose que un prof peut faire, c'est être conseiller académique de l'équipe de tennis des étudiants. Et c'est une façon de lier une équipe, chaque équipe sportive a une espèce de conseiller académique qui est un professeur. Et il y a quelques années, je l'ai fait, je ne le fais plus en ce moment. J'étais donc conseiller de cette équipe, ce qui m'a permis de connaître des étudiants dans un contexte complètement différent. Pourquoi j'ai pu faire ça? C'est parce que j'ai cet intérêt personnel pour le tennis. Ça m'a permis même, de façon limitée, de coacher un peu de certains étudiants. Je me rappelle avoir été responsable de coacher quelques matchs de l'équipe féminine à l'époque, et donc d'avoir pu connaître les étudiants d'une façon complètement différente et d'y avoir appris quelque chose sur la vie étudiante et sur ce qu'ils cherchent dans notre université. Et c'est quelque chose qui, même si je ne le fais plus maintenant, ça m'a servi à comprendre nos étudiants et ça continue à informer mon travail et la façon dont j'interagis avec mes étudiants. Hmm. Et est-ce que tu aurais un conseil plus précis pour certains de nos pratiquants qui aimeraient aller étudier dans une université, une petite université aux États-Unis, comme ton université? Quel serait le chemin à faire ou des activités à envisager pour pouvoir y étudier plus tard? Alors, le monde des universités américaines est très, très divers et varié. Il y a un grand choix d'universités aux États-Unis, à des prix très différents et avec des modèles très différents. Et je pense qu'il faut vraiment il faut faire beaucoup de recherches. Il ne faut pas hésiter à contacter aussi les universités, peut-être contacter même des professeurs. Oui, euh, une fois qu'on a un petit peu plus d'informations, il ne faut pas aussi hésiter à venir, à visiter. Sur notre site web, on peut aussi faire un tour virtuel, une visite virtuelle en 3D de l'université. Mais surtout, je pense, c'est quelque chose, il faut aller à la rencontre des gens. Et il faut venir et il faut voir, et il faut en avoir l'expérience. On peut par exemple venir à mon université et demander à visiter quelques cours, à venir s'asseoir et écouter quelques cours, participer un petit peu à la vie du campus pendant un jour ou deux. Et je pense qu'il faut trouver, quand on vient étudier ici, une université comme ça, il faut se renseigner et il faut venir voir différents modèles et il faut trouver quelque chose nous correspond. Je pense que certains étudiants adorent le genre d'université que nous avons ici, et c'est des étudiants qui n'auraient peut-être pas aimé l'université que moi j'ai eue, qui est une oui, très grande université avec beaucoup de monde, des choses un peu plus impersonnelles peut-être, et oui, beaucoup plus de liberté aussi, hein, voilà. Mais je pense que pour nous, nous sommes une université qui plaît à des étudiants qui veulent une petite communauté où on se connaît tous très bien, où ils vont connaître leurs professeurs, où les professeurs vont connaître leurs prénoms, où on va vraiment les suivre de très près. Et évidemment, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, et une petite communauté comme ça. Mais pour le savoir, pour savoir ce que c'est, je pense qu'il faut bien se renseigner, bien explorer les sites Internet des universités et puis ne pas hésiter à contacter les professeurs, de contacter les gens du département d'admission. Et puis un jour, peut-être, quand on a fait
une petite sélection, peut-être venir visiter les campus, rencontrer des étudiants, rencontrer des professeurs comme moi, et puis nous parler, et puis de cette façon, voir si c'est la culture du campus et ce qu'on offre nous correspond. Très bien. Donc je retiens cette phrase en particulier, ne pas hésiter à aller à la rencontre des gens, comme avec toi aujourd'hui. Exactement. Très bien. Donc ce sera peut-être le mot de la fin, la conclusion de notre rencontre, aller à la rencontre des gens. Voilà, notre podcast touche à sa fin maintenant. Nous espérons, chers pratiquants, que vous avez pris du plaisir à rencontrer Pierre, à mieux le connaître et surtout à pratiquer votre français avec nous. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour l'épisode 3, dans lequel nous rencontrerons une nouvelle personne, mais toujours en français facile. Bonne pratique à vous. Un petit mot de fin, Pierre, pour nos pratiquants? Eh bien, merci à toi, John, pour cette conversation très intéressante et je souhaite à tous les apprenants de Français Minute tout le meilleur dans leur apprentissage du français et surtout, si vous voulez en savoir plus sur l'université de Puget Sound, n'hésitez pas à chercher mon nom sur Google et à m'envoyer un email. Merci à toi. Bonne continuation dans tes projets personnels et professionnels. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.